Bien, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui va durer 45 minutes et pendant lequel on va aborder un sujet particulièrement intéressant, segmenter ses clients avec ou sans expertise data. Alors, ce que l'on va aborder aujourd'hui pendant ces 45 minutes, finalement, c'est quoi? Segmenter ses clients, c'est devenu, comme vous le savez, essentiel pour améliorer l'engagement de ses clients, améliorer la relation que l'on nourrit avec eux et évidemment l'efficacité des actions marketing. Cependant, c'est bien plus facile à dire qu'à faire puisque la segmentation client, ça prend du temps. Ça demande des compétences, ça mobilise pas mal d'expertise. Et finalement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment les nouvelles solutions qui sont aujourd'hui incarnées, par exemple, par la solution Splio, dont Jorma va nous parler, comment ces nouvelles solutions font évoluer les pratiques, comment les fonctionnalités qu'elles embarquent, assistées par l'intelligence artificielle, créent de la valeur et finalement, comment elles permettent de segmenter ses clients de manière plus simple, plus rapide, plus fluide que la manière dont on pouvait le faire auparavant. Pour animer ce webinaire, donc je suis moi-même Florent Mariotti, je travaille au sein de la société CustUp, un cabinet de conseil qui aide ses clients à améliorer la performance commerciale et la relation avec les clients au travers de l'exploitation des données clients et de l'amélioration de l'usage des solutions MarTech. Je suis accompagné pour ce webinaire de Jean-Ma Letor3 de la société Splio. Jean-Ma, je t'invite tout de suite à te présenter. Merci beaucoup Florent. Bonjour à tous. Jean Maloteur 3, en effet, je travaille en tant que Product Marketing Manager chez Splio. Donc Splio, c'est une plateforme de CRM marketing qui propose des solutions notamment pour les retailers. Et parmi ces solutions, il y a une solution de marketing automation, une CDP, une offre de gestion de programme de fidélisation et la possibilité de dématérialiser sa carte de fidélité via le mobile wallet. Et par ailleurs, on a aussi une option euh, au-dessus de la CDP, disons, qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'optimiser ses campagnes et son programme CRM globalement, comme on va le voir un peu par la suite. Super, merci Jorma. Je vous propose qu'on passe tout de suite à notre agenda. Qu'est-ce qu'on va voir pendant ce webinaire? On va avoir un déroulement en quatre parties. On va revenir rapidement sur un point de contexte, finalement segmenter ses clients, quelles sont les opportunités et contraintes, quels sont les bénéfices, les difficultés qu'on peut rencontrer lorsque on se lance dans cette activité-là. Ensuite, on va voir deux cas d'usage. Le premier qui va nous montrer comment identifier, comment aller segmenter, comment aller cibler une audience, non plus euh, par le biais de la définition de critères, mais par le biais de la définition d'objectifs. Et vous allez le voir, c'est particulièrement intéressant parce que ça change la manière de voir les choses, ça change la manière de procéder. Le deuxième cas d'usage va nous montrer comment on peut prioriser ces campagnes dans le cadre d'un plan de contact omnicanal, dans le cadre de l'orchestration de son plan de contact, pour permettre à la fois de garantir une juste pression commerciale et relationnelle, tout en optimisant finalement les campagnes que l'on souhaite adresser à nos clients en priorisant les campagnes que l'on souhaite leur adresser. Puis enfin, on finira par une partie méthodologie et bonnes pratiques où on résumera finalement les bonnes pratiques qui nous semblent indispensables à respecter dans le cadre de la mise en place de ce type de projet. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. On aura le plaisir avec Jorma d'y répondre tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser pour que ce soit le plus interactif possible. Allez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le détail. Première partie, segmenter ses clients, opportunités et contraintes. Finalement,
si on résume ce qu'est la segmentation, et on va aller vite là-dessus parce que vous le savez bien, segmenter ses clients, ça consiste à regrouper ses prospects et ses clients en sous-segments ou en petits segments homogènes de clients ou de prospects qui vont partager des caractéristiques et des attributs communs et qui vont nous permettre d'avoir des populations homogènes à adresser dans le cadre de nos activités marketing et communication. Alors, les principaux bénéfices que l'on a généralement à segmenter ses clients, bah, évidemment, le premier, euh, le plus évident, c'est l'amélioration de ces ciblages. En effet, en ayant des segments de clients qui ont des attributs et des caractéristiques communes, bah, finalement, on précise, on améliore, on affine la cible à laquelle on s'adresse. La deuxième chose, le deuxième bénéfice, bah, c'est une fois qu'on a une cible bien homogène, bien cohérente, bah, c'est d'être capable de personnaliser ses contenus et ses offres, hein, de leur adresser finalement des messages particulièrement adaptés à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs caractéristiques, d'avoir du coup des messages et des offres plus pertinentes. Le troisième bénéfice va consister à optimiser la pression commerciale et relationnelle. Et ça, c'est particulièrement important lorsqu'on sait le nombre de messages que l'on souhaite adresser à nos clients, avec des clients qui ont une capacité à les recevoir finalement assez limitée, être capable d'optimiser cette pression commerciale et relationnelle est un gage d'efficacité de la relation client et de pérennité de la relation client dans, à long terme. Le quatrième intérêt, c'est de prioriser ses campagnes, ses offres, c'est d'orchestrer son plan de contact, c'est d'avoir la capacité à prioriser les campagnes que l'on va adresser par typologie de cible pour à la fois garantir une juste pression tout en étant sûr d'adresser les campagnes les plus importantes vis-à-vis de l'entreprise. Et puis, bah, le dernier intérêt, c'est d'optimiser ses investissements. C'est un peu la synthèse de ce qu'on vient de se dire, puisque quelque part, à partir du moment où on est capable d'avoir une cible bien précise et de personnaliser des contenus et des offres, bah, on est capable d'allouer nos investissements marketing sur les leviers les plus importants en termes de création de valeur, en termes d'objectifs à atteindre. En résumé, la segmentation client va travailler sur la performance commerciale, va permettre d'améliorer la satisfaction client, va permettre d'optimiser leur engagement et de mieux les fidéliser et d'améliorer le retour sur investissement. Ça, c'est sur la partie bénéfice. Sur la partie contrainte, bah, c'est pas si simple à faire, ou en tout cas, il y a des difficultés qui sont généralement rencontrées par nos clients lorsqu'on parle de ce type d'activité. La première, c'est que la segmentation client nécessite de travailler pour qu'elle soit pertinente évidemment, sur des données multisources qui sont souvent dispersées, éparpillées au sein de l'entreprise, dans un écosystème qui est plus ou moins complexe et via des processus de traitement qui vont être assez élaborés pour s'assurer on est bien capable d'avoir l'ensemble des données de manière unifiée dans un écosystème accessible. Donc ça, c'est la première difficulté auquel on est généralement confronté, c'est préparation des données qui va nous permettre derrière des processus de segmentation efficaces. La deuxième, c'est des processus qui sont longs et qui sont itératifs. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas tout le temps du premier coup à la segmentation la plus efficace, la plus impactante, la plus rentable pour l'entreprise. Donc, c'est souvent une logique de test and learn et on en verra, on reviendra là-dessus en fin d'atelier. Euh, c'est souvent une logique de test and learn où on teste, on optimise, on fait évoluer pour finalement aboutir à la segmentation qui va être la plus efficace. Et bien souvent, ce temps est
quelquefois incompatibles avec le time to market nécessaire à la mise en œuvre d'une campagne. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'il faut prendre en considération. La troisième difficulté, la troisième contrainte, c'est que ça va mobiliser des ressources multiples et variées, des expertises assez différentes dans l'entreprise, évidemment les métiers qui vont définir les bonnes offres, les bons objectifs business pour les campagnes à réaliser, mais également des profils SI, des profils data qui vont derrière à la fois mettre à disposition les données et pouvoir travailler justement sur toute une logique de scoring, d'analyse qui vont permettre d'aller chercher les bonnes personnes pour les mettre dans les bonnes segmentations. Donc des ressources assez variées. Donc si on résume ça, la segmentation des données, hein, on a vu tout l'intérêt que ça peut représenter, mais c'est souvent quelque chose d'assez complexe, qui peut être chronophage et qui est surtout consommatrice de nombreuses expertises au sein de l'entreprise. Voilà pour cette petite introduction. Je vous propose de laisser la parole à Jorma. Jorma, si tu peux nous dire quelle est l'évolution des différentes méthodes de segmentation qu'on a pu voir au cours des dernières années. Avec plaisir. Euh, En effet, donc ce qu'on a vu, c'est que la segmentation, ça a évolué à travers le temps, aussi à travers la capacité des outils, la capacité à récolter de l'information, c'est ce dont tu parlais précédemment, Florent. Et on peut dire que le premier niveau, entre guillemets, de segmentation, c'est une segmentation qui est socio-démo, c'est-à-dire à partir des données démographiques qu'on a sur les clients, leur âge, leur genre, leur adresse, pouvoir sous-segmenter un peu notre base, trouver des points communs. Et c'est quelque chose qui est, on va dire, le premier pas. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui peut être la segmentation comportementale. Donc là, c'est quand on réussit à capter plus d'informations, notamment les données de transaction des clients ou de navigation. Savoir qu'un client a visité telle page ou a acheté tel produit permet là encore de regrouper un certain nombre de clients. On peut là aussi avoir quelque chose d'encore un petit peu plus complexe, un peu plus élaboré, via des scores ou des attributs précalculés, des segmentations type RFM, donc récence, fréquence, montant. Là, le but, c'est de catégoriser, là, une fois encore, les clients des groupes distincts avec des critères qui sont plus complexes, des critères comme évaluer si quelqu'un est en train de se désengager via la segmentation, des scores pour connaître la catégorie favorite d'un client, donc le déduire de ses comportements précédents pour pouvoir inclure ces critères dans des segments et pouvoir regrouper nos clients. Enfin, ce qu'on a vu apparaître depuis quelques années et sur lequel on va être un peu plus explicite par la suite, c'est la capacité de segmenter par l'IA. Et là encore, en fait, ça consiste à prendre l'intégralité des données dont on dispose sur un client, toutes les informations qui sont disponibles, et de demander à un algorithme de remplir un objectif. Par exemple, ça peut être promouvoir un produit donné ou inciter les clients à s'engager sur un programme de fidélité, sur un contenu. Et donc là, on le verra, c'est la capacité de prendre ces données pour l'IA et de générer des cibles directement. Je pense qu'une bonne manière de l'illustrer, c'est de voir un cas d'usage avec une marque une bien connue des Français, qui est Kiabi, et de voir comment ils ont pu, justement, grâce à une segmentation avec l'intelligence artificielle, puis promouvoir les bonnes offres aux bonnes personnes. Concrètement, c'est la manière dont Kiabi est capable de trouver le ciblage optimal pour ses campagnes ponctuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, Kiabi actuellement s'appuie sur l'intelligence artificielle pour trouver des cibles en fonction des sujets qu'ils peuvent avoir et des canaux de communication sur lesquels ils communiquent. On sait que maintenant, c'est plus une seule manière de communiquer aux clients, mais différents canaux sur lesquels on souhaite s'adresser à eux et au service de use case métiers vraiment classiques et qui peut être classique dans le retail, mais pas uniquement, pour booster les visites sur une page de la nouvelle collection, pour mettre en avant une vente flash, voilà, dans un délai donné, pour mettre en avant une collection capsule créée avec un partenaire, c'est-à-dire c'est des produits qui ne sont pas habituellement dans le catalogue, mais qui peuvent se rajouter ponctuellement. Et donc là, comment créer l'événement et comment trouver la bonne cible pour ces produits nouveaux, entre guillemets, pour la marque. Comment augmenter les ventes
en l'occurrence sur l'homme, mais sur une catégorie en croissance qui est encore peu connue des clients. Donc, ce n'est pas leur catégorie best-seller. Et donc là, comment aller chercher des clients quand on a peu de points finalement de connaissances sur ce qu'ils aiment, sur comment faire venir cette clientèle, ben, c'est une occasion d'utiliser l'IA. Et aussi tout simplement comment communiquer plus souvent sur les avantages de la marque et sur les produits à forte marge, donc une partie édito et aussi une partie héroïste finalement en essayant de chercher les produits qui sont les plus intéressants à communiquer et à vendre évidemment pour la marque. Pour ça, ce qui va être intéressant, c'est que je peux vous montrer directement en quelques écrans comment Kiabi fait pour créer des audiences avec l'intelligence artificielle. Donc là, je vais vous le montrer directement. Et donc là, hop, alors c'est pas la plateforme de Kiabi, hein, c'est bien une plateforme de test que je vous montre, mais c'est exactement de la même manière que Kiabi va fonctionner. Donc là, on est bien sur l'interface Splio. Et vous voyez, c'est ici un agenda dans lequel je vais essayer de créer une campagne. Et donc, comment faire pour créer une campagne? Ben, je vais tout simplement, alors en l'occurrence, admettons que Kiabi veut mettre en avant ses robes, sélectionner le canal de communication ainsi que l'objectif de ma campagne. Là, c'est un objectif très simple, c'est d'essayer de trouver les acheteurs pour une de mes catégories de produits. Et donc, en définissant très simplement un objectif et le produit que je souhaite mettre en avant, donc en l'occurrence, les robes, mais ça pourrait être euh, plusieurs sous-catégories, plusieurs produits, directement choisir vraiment en fonction de ce que je souhaite promouvoir. Je vais créer ma campagne grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est en train de se calculer. Et globalement, ce qui se passe, c'est qu'on regarde qui sont les acheteurs récents. L'algorithme essaye de comprendre mathématiquement avec leurs données de navigation, leurs données d'achat, leurs données sociodémographiques qui ils sont, de déduire les profils intéressants et les profils d'acheteurs récents pour voir si dans le reste de la base de données, d'autres profils ont les mêmes patterns, c'est-à-dire ont des comportements qui peuvent être similaires. Certains qui pourraient être très évidents pour un humain a déjà acheté ce type de produit, mais certains qui le sont beaucoup moins parce que pour un humain, ce serait beaucoup plus difficile de détecter ce genre de comportement et de les comprendre. Et donc là, ça va permettre de classer l'ensemble des clients de la base de données en fonction de leur probabilité d'achat du produit en question sur une communication qui passe par le canal en question. Et là, alors ça va prendre une trentaine de secondes, mais ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà une campagne similaire qui a été prévue. Et donc, je vais vous montrer ce que ça va donner. Et ça va donner quoi? Ça va donner ici un petit slider qui me permet de voir le volume qui est recommandé pour ma campagne et de pouvoir le modifier en tant que marketeur, mais avec surtout une information importante, c'est que comme on a scoré la totalité des clients avec leur probabilité d'acheter cette catégorie à cette date, on va être capable de trouver les 28% de volume de ma base de données qui vont générer 77% du potentiel de la campagne, avec évidemment plusieurs vertus. La première, c'est d'être capable de parler aux bonnes personnes, celles qui ont vraiment une probabilité de convertir, d'acheter ce produit, et aussi de ne pas solliciter, donc sursolliciter parfois, des clients qui ont soit très peu, soit voire même pas du tout de probabilité d'acheter ce produit à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ça va évoluer en fonction des informations qu'on a, des saisons, etc. Et donc, peut-être qu'une personne, à un instant T, aura une très faible probabilité d'acheter une robe, mais n'aura pas du tout la même 2 mois plus tard, quand l'été arrive, euh, pour donner un exemple très, très, très évident. Super, Donc, on voit bien tout l'intérêt finalement de ce que tu viens de montrer. C'est un ciblage quelque part assisté par la technique, par la technologie, exploitant les datas, qui va nous permettre d'aller identifier les signaux faibles qu'on ne voit pas forcément d'un point de vue métier ou marketing facilement, et qui va permettre de créer ces ciblages de manière plus automatique. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, pour revenir concrètement à ce que fait Kiabi avec ce type d'outil, c'est la capacité pour eux, par exemple, de trouver des acheteurs plus occasionnels entre des grands temps forts commerciaux.
Par exemple, là, une campagne qui peut illustrer ce qu'ils font, c'est par exemple que les équipes Kiabi ont créé une campagne en août pour promouvoir leur catégorie lingerie femme, standard. Donc elles ont sélectionné pour ça, comme on l'a pu le voir, les offres concernées par la campagne. Donc concrètement, ça veut dire appétence pour la catégorie lingerie femme standard et appétence pour la catégorie nuit femme. Donc ça, c'est des catégories qui sont définies dans le catalogue de Kiabi. Ils les ont sélectionnées. Et grâce au moteur prédictif de Splio, on a pu trouver et ils ont pu trouver les clients les plus susceptibles d'acheter. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats en comparaison des résultats des campagnes qui ne sont pas faites avec ce type de segment et où on voit des résultats qui sont très bons et nettement meilleurs que ce qu'ils peuvent faire en général, que ce soit en termes de taux d'ouverture, mais surtout taux de clic et de taux de conversion, donc avec des écarts importants, et donc la capacité de mieux engager les clients, et donc évidemment un bénéfice pour la marque. Ok. Alors ce qui établit l'algorithme au départ, en fait, c'est les équipes, c'est au setup, c'est les équipes de Splio, mais ce qu'il faut voir, c'est que la grande question, c'est surtout qu'est-ce qu'on souhaite optimiser. Et dans l'algorithme, par défaut, il y a toujours on l'a vu tout à l'heure, un objectif qui est optimiser les ventes, donc prédire les futurs acheteurs. Et donc, c'est comme ça qu'on va entraîner l'algorithme, c'est comme ça que c'est le terme en l'occurrence, pour qu'il détecte les futurs acheteurs. Mais en réalité, quand on discute avec les marques au setup, on peut aussi trouver d'autres actions sur lesquelles eux, ils ont des informations. Ça peut être optimiser les clients qui vont s'inscrire au programme de fidélité, si on a ce type d'informations. Donc, il y a, on va dire, le use case de base qui est trouver les futurs acheteurs. Et après, en fonction des clients, on peut discuter pour rajouter de nouveaux objectifs comme l'engagement, comme ça va vraiment dépendre des objectifs poursuivis par le client. Euh, et donc, c'est comme ça que c'est défini. Et comment s'ajuste-t-il? Alors, comment s'ajuste-t-il? Je ne sais pas si c'est vraiment le but de l'intelligence artificielle, c'est d'être en capacité d'apprendre. Et plus on a d'informations et plus on a de données, plus il sera capable d'être pertinent, sachant que de toute façon, nous, dès le setup, on demande un historique de données pour que justement, il n'y ait pas un temps d'apprentissage, mais que ça puisse, dès le jour 1, être opérationnel. Bien sûr, très très bonne question. Leur email, c'est une possibilité, évidemment. Donc, ça veut dire demander pendant l'encaissement au client une information comme leur email ou leur téléphone. Sinon, je dois avouer qu'un des use cases les plus classiques, c'est la carte de fidélité qui permet très facilement de mélanger de la valorisation pour le client et de l'information pour le retailer. Donc là, c'est un peu win-win, puisque le client après peut recevoir des points et être plus engagé. Et évidemment, c'est une source d'information extrêmement riche pour le retailer. Parfait, merci beaucoup Jean-Marc, super intéressant. Ben, je vous propose qu'on passe maintenant au cas d'usage numéro 2, où on va voir quelles sont les fonctionnalités qui nous permettent d'optimiser l'orchestration de son plan d'activation omnicanal. Jorma, ben, je te repasse la parole pour que tu nous parles un peu du parcours client omnicanal. Le parcours omnicanal, ce qu'on sait, c'est que on a des clients qui sont déjà très sollicités. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent en fait à différents segments, parce qu'ils sont ciblés par des scénarios automatisés de marketing relationnel, et donc ils reçoivent beaucoup de campagnes. Beaucoup de campagnes qui peuvent être commerciales, promotionnelles, institutionnelles, etc. Et donc concrètement, on sait pourtant que c'est un seul client, que son attention est limitée et que tous les clients ne sont pas réactifs aux mêmes offres, aux mêmes canaux. Donc ça fait globalement un bruit important, beaucoup de sollicitations. Et donc pour une marque, être capable d'orchestrer son plan omnicanal, c'est un enjeu majeur parce que finalement, les marques, elles veulent communiquer sur beaucoup de canaux, faire beaucoup de communication, mais à la fin, le client lui, ne doit pas être sursollicité. Donc, il faut être capable d'organiser son plan omnicanal pour que
ne pas trop dégrader la qualité de l'expérience pour le client final. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que cette orchestration est peut-être encore plus difficile que la segmentation, où le marketeur peut intuitivement dire, OK, ben, je vais cibler les anciens acheteurs, etc. Et, euh, et ça, parfois, c'est complexe, mais parfois, ça peut être relativement simple. Alors que pour l'orchestration, c'est encore plus compliqué. Et donc, ça se fait sur des convictions plus ou moins subjectives. Cette offre est plutôt mise en avant. Je vais peut-être mettre en avant le push, mais je ne suis pas sûr. Et donc, ça finit en fait avec beaucoup d'incertitudes pour le marketeur et pas forcément quelque chose de vraiment optimal pour le client. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive sur ce deuxième use case, sur la capacité d'orchestrer des campagnes grâce à l'IA. Et ce que je vais illustrer tout de suite, je ne sais pas si Florent a retrouvé son son, on verra. Normalement, oui. Ah, ben impeccable, oui, on t'entend très bien. Mais je vais pouvoir tout de suite illustrer l'orchestration multicanal. Et comment ça se passe? Ben là, ici, j'ai simulé en fait un plan de campagne pour plusieurs jours, pour une semaine entière. Et je vois que j'ai des campagnes email, des campagnes push, des campagnes SMS. Bref, j'ai beaucoup de contenu. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de demander à l'algorithme d'optimiser mon plan de campagne parmi toutes les campagnes que j'ai sur cette semaine. Et comment? En définissant en tant que marketeur, puisque c'est important que moi j'ai la main en tant que marketeur sur le nombre de messages maximum que je souhaite donner à mes clients, ça fait partie de ma stratégie de marque. Un nombre de messages par jour et par client maximum. Et je peux même rentrer sur un niveau plus fin de détail en limitant le nombre de contacts par email sur l'ensemble des communications, par SMS aussi, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu de budget qui est plus important pour le SMS que pour l'email en général. Et donc, je donne mes contraintes à l'algorithme sur l'ensemble de mes campagnes. Je peux même décider, parce que je sais que j'ai un lancement de collection important qui est un gros pari pour la marque, de mettre une des communications en prioritaire en lui donnant un petit peu plus de poids. J'explique tout ça à mon algorithme et je lui demande d'optimiser sur la base de toutes ces informations et évidemment sur la base des segments construits sur l'appétence à l'achat, d'optimiser l'ensemble de mon programme. Et donc là, automatiquement, l'intelligence artificielle va optimiser le plan de campagne en fonction des critères que j'ai donnés. Alors ça, c'est super intéressant parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit là? On dit qu'on est capable de prioriser ses campagnes marketing, ses offres et ses messages sous contrainte. Et en fait, sous contrainte, c'est-à-dire en prenant en considération à la fois le nombre d'envois, de sollicitations que l'on veut faire auprès de nos clients, mais également en étant en capacité de prioriser tel type de message par rapport à tel autre. Donc c'est vraiment tout ce qu'on cherche à faire finalement au quotidien lorsque l'on optimise son plan de campagne relationnel et qu'on arbitre constamment tous les jours entre est-ce que j'envoie telle campagne à telle personne comment je fais pour, Absolument. euh, pour, pour, euh, pour améliorer finalement l'efficacité de ma relation. Absolument. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que il y a plusieurs possibilités pour le marketeur, donc de créer des segments qui peuvent s'appuyer sur, on l'a vu, hein, du socio-démo, des attributs précalculés, de la navigation, des informations sur la navigation, sur les comportements en ligne, exemple l'abandon de panier par exemple, la consultation d'une catégorie ou d'une autre catégorie sur le site. Et de toute autre information, on a la capacité pour le client, le CRM manager, a la capacité de construire des segments dans des interfaces souvent très simples, comme c'est le cas dans Splio. Mais il peut aussi, grâce à l'intelligence artificielle, simplement en définissant l'objectif de campagne, par exemple un achat d'une catégorie donnée, trouver très facilement la meilleure audience possible pour son segment. Je pense que ce qui est important, c'est de souligner qu'en fait, ce sont deux méthodes qui peuvent cohabiter. Donc, on a vu, on parle de segmentation. Il n'y a pas une méthode qui balaye toutes les autres. C'est même des méthodes qui peuvent cohabiter en fonction des use cases, en fonction des besoins. Par exemple, il y a des use cases qui font très bien cohabiter des segments plus classiques et des segments d'intelligence artificielle. C'est des use cases de cross-sell, c'est-à-dire j'essaye de trouver parmi les personnes qui sont des acheteurs d'une seule catégorie,
j'ai acheté que dans la catégorie chaussures, ben moi, en tant que marketeur, j'aimerais pouvoir les faire cross-sell, donc leur faire acheter une autre catégorie. Donc, je vais essayer de trouver, grâce à l'intelligence artificielle, parmi cette sous-population, quels sont les clients les plus appétents pour aller acheter des robes, par exemple, euh, ou quelle que soit l'autre catégorie. Donc, c'est très facile de combiner ces deux méthodes. Merci Jorma. On va passer à la dernière séquence de notre session. Je vérifie si il n'y a pas de nouvelles questions. N'hésitez pas, hein, surtout à poser vos questions. On fera une petite séquence de quelques minutes en fin de webinaire pour pouvoir y répondre, mais surtout n'hésitez pas. Si on regarde un peu les bonnes pratiques, parce que on voit évidemment tout l'intérêt de cette technique, de ces nouvelles pratiques, finalement, c'est quoi les éléments à respecter pour faire en sorte que ça fonctionne. Sans, on va dire, de manière assez classique et traditionnelle, la première bonne pratique, c'est de penser objectif et cas d'usage. Pourquoi? Parce que une segmentation client, une segmentation client et des pratiques de segmentation client doivent servir la stratégie de l'entreprise. Elles doivent s'inscrire dans des objectifs clés et priorisés que vous avez définis pour répondre à des problématiques business, des problématiques opérationnelles, des problématiques relationnelles qui sont les vôtres au quotidien. Donc la première chose, c'est de définir vos objectifs, d'être capable de les prioriser et derrière de lister les principaux cas d'usage qui vont vous permettre d'améliorer votre efficacité commerciale au travers d'une segmentation client la plus efficace et la plus pertinente, et derrière de mettre en place évidemment des solutions qui vont vous permettre d'atteindre et de réaliser ces cas d'usage. La deuxième bonne pratique, c'est de tester et d'optimiser. En effet, l'idée est toujours la même, hein, c'est d'être capable d'avoir une démarche, on va dire, la plus pragmatique possible. On ne fait jamais bien du premier coup, et donc l'idée, c'est d'apprendre en marchant et d'être capable de mettre en place une logique de test and learn où je vais commencer à identifier, à travailler sur mes convictions en matière de marketing et de ciblage et utiliser l'outil pour justement aller valider ces convictions ou au contraire me permettre d'optimiser un peu mes points de vue par rapport à ce que la machine est en train de me dire. Encore une fois, ce dont on parle là, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est vraiment une logique où je vais mettre mes convictions au travers du test d'un outil et je vais permettre ce qui va me permettre d'avoir un peu de rationnel, d'avoir un peu de retour sur finalement ce que j'ai pensé pouvoir faire et ce qui est le reflet de la réalité. Donc, tester, optimiser, faire du test and learn et apprendre petit à petit, optimiser mes campagnes, optimiser mes ciblages en fonction des résultats de chacune des campagnes. La troisième bonne pratique, c'est toujours la même, embarquer et fédérer. Encore une fois, ici, la segmentation client, c'est un peu à la croisée des chemins hein, entre le métier et la technique. C'est pour le coup et par essence une activité qui est foncièrement transversale et qui va nécessiter, pour qu'elle soit efficace, de mobiliser à la fois les équipes métiers et les équipes data au service d'un objectif commun. Et le sujet qui est là, c'est en effet de se dire les fonctionnalités IA vont rendre plus autonomes, les fonctionnalités assistées par IA, pardon, vont rendre plus autonomes les métiers dans la réalisation de leur campagne. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler en chambre. Au contraire, il faut continuer à mobiliser l'ensemble des équipes avec chacun son expertise. L'un pour pouvoir dresser ses hypothèses et créer ses plans de contact.
et des profils plus data, plus techniques pour mettre à disposition les données dans la solution, pour être capable de tester, de mesurer, d'analyser les retours de campagne et pour pouvoir derrière pouvoir industrialiser, on va dire, un plan de contact plus pérenne qui va être du coup plus optimal. Absolument. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je m'excuse encore, hein, des petits problèmes de son qu'on a pu rencontrer. La technique nous lâche toujours au mauvais moment. C'est bien le problème. Encore une fois, désolé de ces petits problèmes. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez nous poser sur ce que l'on vient de vous présenter? Alors, je regarde s'il y en a. A priori, je n'en vois pas plus. Sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous remonter si vous avez également des questions. Très bien. Bah, écoutez, il est 12 heures, il est quasiment 12h45. Objectif tenu en matière de timing, c'est déjà bien. Bah, on est ravis d'avoir pu partager cette séquence avec vous en espérant qu'en effet, bah, cette problématique autour de la segmentation client et les différentes pratiques qui nous permettent d'améliorer finalement la qualité des plans de contact et de la relation vous a intéressé. On est bien entendu, que ce soit Jorma pour Splio ou Florent ou Renaud pour Custup à votre disposition si vous souhaitez poursuivre la discussion, si vous avez des questions ou des interrogations sur ce sujet, on sera évidemment ravis de pouvoir y répondre. Ah, une petite question de dernière minute qui nous est posée par Charlène. Comment organiser la segmentation client avec plusieurs équipes? 8 équipes. Ah, vaste sujet. Alors, Jean-Marc, vas-y, si tu te sens. Bah écoute, enfin moi j'ai vu différents exemples de différentes entreprises de différentes tailles. Et là, alors, la première question, c'est est-ce que c'est des équipes internationales, c'est-à-dire est-ce que c'est des pays? Ce que je peux comprendre. Est-ce que c'est 8 équipes qui sont sur des parties du programme relationnel différentes, ce que j'ai déjà pu voir aussi, c'est-à-dire certaines qui sont liées à de l'engagement pur, d'autres qui sont liées plus à du commercial, donc ça, c'est un premier point, c'est comprendre euh, sur des métiers différents. Mais, voyons voir. Donc sur des métiers différents, ok. Bah là, en fait, ça dépend si on parle de. Normalement, chaque métier va avoir des objectifs de communication qui seront à définir et identifier peut-être ces objectifs de communication. Et ensuite, identifier les datas donc, qui sont nécessaires pour ces différents métiers. Parce que tout à l'heure, on parlait de conversion, d'achat, etc. Mais peut-être que quand il y a 8 métiers différents, tous n'ont pas les mêmes KPI, tous n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, réussir à les comprendre euh, pour, euh, pour savoir qui fait quoi, qui attend quoi. Et parfois, il se peut qu'il y ait des équipes qui aient les besoins de communiquer sur le même client, sur des objectifs différents. Et donc là, on se retrouve dans un cas finalement où chacun va faire sa segmentation avec les outils à disposition, mais comment orchestrer ce plan pour qu'à la fin, le client, si c'est le même, ne soit pas submergé et comprenne la cohérence de la marque par rapport à lui. Et je pense que, là, je connais très peu le contexte, mais ce qui peut être intéressant, c'est juste de se poser ces questions-là, qui sont des questions très basiques, hein, mais qui reviennent finalement tout le temps, pour dire quel est l'objectif de chacune des équipes, qu'est-ce que j'attends de mon client en termes d'engagement, et comment je veux
lui communiquer et comment je veux faire en sorte que lui ne soit pas perdu dans toutes ces informations et qu'il y voit une cohérence, la cohérence de ma marque. Je ne sais pas Très bien. si tu as quelque chose Ouais, à merci, rajouter par merci rapport à ça. Jean-Marc. On va en prendre une dernière. Je partage totalement ton avis, hein. Quels sont mes objectifs? À quoi va servir cette segmentation? Par quels outils elle va être utilisée? C'est vraiment trois grosses questions que vous devez vous poser avec l'ensemble des métiers pour être capable derrière de produire la segmentation qui va être la plus utile pour tous. Petite question, il nous reste une minute de Jaber qui nous demande pour les entreprises de retail qui font du SMS marketing, comment est-ce qu'elles pourront segmenter les clients étant donné qu'ils ne peuvent pas traquer leurs achats? D'accord. Donc là, on n'est plus dans le cadre d'une segmentation transactionnelle et comportementale. On est dans dans ce que tu disais, Jean-Marc, hein. La première segmentation, c'est la segmentation finalement sociodémo, hein, qu'on connaît depuis quelques années maintenant, être capable de segmenter par rapport au profil que l'on a de nos clients et par rapport à l'ensemble des informations que vous allez être capable de récupérer sur eux. Des informations transactionnelles, c'est une première, c'est une partie des informations que vous pouvez avoir. Ensuite, vous pouvez enrichir la qualification de vos données clients par le biais de formulaires, par le biais d'enquêtes qui va vous permettre en effet d'avoir des éléments supplémentaires vous permettant de mieux segmenter vos différents clients en fonction également de la réactivité de vos campagnes marketing. Ouais, je pense que ce qu'on peut rajouter, c'est on est toujours dans la même problématique, c'est-à-dire de dire comment j'attribue le SMS, enfin le revenu généré par le SMS. Donc j'envoie une campagne SMS. Et après, si le client va acheter, comment je peux savoir qu'il a acheté? Et on est toujours en effet, c'est la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire en magasin, est-ce qu'il y a une carte de fidélité qui me permet par la suite de relier, d'unifier les données entre cette carte de fidélité et ce SMS, sachant que cette personne a reçu un SMS, ben donc je peux attribuer l'impact de ma campagne SMS euh, et voir que cet achat a été influencé par ce SMS. Donc, c'est toujours être capable de réunifier les informations. Ça peut être demander à l'achat le numéro de téléphone du client pour pouvoir refaire le lien. Et donc, on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce que mentionnait Florence, c'est-à-dire il y a des données un peu partout. Il faut être capable déjà de les réconcilier pour réussir à faire quelque chose de structuré. Et c'est ce qui fera que le CRM sera le plus personnalisé, le plus performant possible. Parfait, merci Jean-Marc. On va se quitter sur cette dernière question. Merci à tous, un grand Merci à tous. merci. Encore désolé pour les petits problèmes techniques. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et on reste à votre disposition si vous Absolument. souhaitez prolonger les discussions. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.